Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez pour ce 12-14, donc intitulé Favoriser l'accès à un logement locatif ou à la propriété pour les ménages modestes, qui va nous tenir ensemble à partir de maintenant et puis jusqu'à 13h45 maximum. Juste pour les petits rappels et les consignes pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas forcément l'habitude des 12-14, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas accès à votre caméra et que vous n'ayez pas accès non plus à votre micro. C'est le format qu'on utilise, donc le format webinaire qui veut ça. En revanche, on aura un petit temps d'échange avec nos deux intervenants à la fin de ce 12-14. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire alors soit dans le chat et dans les petites bulles qui s'appellent QR au-dessus de votre écran. Donc vous pouvez poser vos questions à l'écrit pendant tout le long des présentations et puis on les prendra à la fin. Ou alors, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi lever la main avec la petite main, pareil, qui est en haut de votre écran, là, lever la main. Et dans ce cas-là, on a la possibilité, nous, de vous activer le micro pour que vous puissiez poser votre question à l'oral. Mais je vous redirai tout ça quand on sera dans le bloc échange. Mais voilà pour les petites questions de démarrage. On va attendre quelques minutes. Je vois que vous êtes déjà une quinzaine de connectés. On a une vingtaine d'inscrits, donc on attend encore 1 ou 2 minutes que les autres personnes nous rejoignent. Et puis ensuite, on entame. Et en attendant, je leur dirai à la fin mes petits coups de publicité pour le prochain 12-14 qui aura lieu donc le 10 juin, qui est le 12-14 qu'on fait en présentiel pendant l'année, qui portera sur la question des ruptures de droit et des impayés locatifs, et qui se passera donc le 10 juin entre midi et 2 à la Maison des associations de Grenoble. Donc vous pouvez déjà noter la date si jamais ça vous intéresse, mais je leur dirai à la fin de ce 12-14. Pour ceux qui nous ont rejoints, donc juste un petit rappel et ensuite on entame le fond du sujet. Donc c'est normal que vous n'ayez pas accès à votre caméra et à votre micro. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions pendant toute la durée des interventions à l'écrit dans les petites bulles au-dessus de votre écran qui s'appellent QR. Et sinon, vous pourrez également, au moment des échanges, lever la main, donc avec la petite main, pareil, au-dessus de votre écran. Et dans ce cas-là, nous, on peut vous activer le micro pour que vous puissiez poser votre question à l'oral si vous préférez. Donc voilà, vous avez les deux modalités, à l'écrit dans QR ou à l'oral en levant la main. Et je vous donne la possibilité d'activer votre micro à ce moment-là. Et ben écoutez, je pense qu'on peut entamer ce 12-14, donc qui, je le rappelle, s'intitule Favoriser l'accès à un logement locatif ou à la propriété pour les ménages modestes. Euh, on a choisi de pouvoir discuter et échanger ensemble aujourd'hui sur ce sujet parce qu'il nous semblait que l'enjeu de la régulation du marché du logement était quand même un enjeu assez important aujourd'hui, important, voire essentiel, voire même nécessaire dans un contexte de dérèglement de l'immobilier, avec une augmentation des prix de vente extrême et également une augmentation très importante des loyers. Pour vous donner quelques chiffres, donc j'ai repris, c'est des tendances nationales qui ont été décryptées dans un rapport dont je vous conseille de prendre connaissance si vous ne l'avez pas déjà fait, qui est un rapport qui a été publié en décembre 2023 par Oxfam et qui s'intitule Logement, inégalité à tous les étages. Vous retrouverez du coup les quelques chiffres clés que je vais vous donner maintenant et puis d'autres si c'est des sujets qui vous intéressent. Mais ce qui est notamment intéressant dans ce rapport, c'est qu'il note une explosion des prix de l'immobilier sur les 20 dernières années, avec une augmentation de plus 125% entre 2001 et 2020. En parallèle, les revenus, eux, des ménages, augmentent, mais beaucoup moins vite, avec une augmentation moyenne de 29% seulement, entre guillemets, sur la même période. Donc, une augmentation ou une explosion des prix immobiliers plus 125%, en face de quoi on a seulement 29% d'augmentation des revenus des ménages.
On voit déjà que ça va poser un petit problème dans l'équilibre de tout ça. Le rapport Oxfam souligne aussi que sur la même période, donc en 20 ans, entre 2001 et 2020, l'augmentation des loyers a atteint, elle, plus 36%. Donc c'est aussi très important. D'autant plus important que les difficultés sont souvent plus ressenties par les ménages les plus modestes, notamment parmi les ménages qui louent leur logement. Puisque ce qui est rappelé, c'est que les 25% des ménages les plus modestes consacrent 2 fois plus de leurs revenus aux dépenses de logement que les 25% des ménages les plus aisés. Ce qui en fait est assez logique ou assez mécanique, c'est que plus votre budget est restreint, plus la part que vous consacrez au logement dedans va peser plus. On souligne aussi dans ce rapport la concentration des richesses, des richesses notamment immobilières chez les ménages les plus riches, avec début 2021, les 10% des Français les plus riches en patrimoine qui concentrent 44% de tout le patrimoine immobilier présent en France. Et aussi, un autre chiffre qui montre cette concentration du patrimoine immobilier, c'est le fait que 3,5% des ménages, donc une infime partie des ménages, 3,5%, détiennent à eux seuls 50%, donc la moitié des logements qui sont mis en location en France. Voilà les quelques chiffres que je voulais vous rappeler dans cette introduction et qui, à mon avis, posent déjà quelques enjeux qu'on pourra rediscuter ensuite et qui vont peut-être être un peu en fil rouge des différentes interventions qui vont suivre. La première intervention, ce sera celle de Déborah Sauvignet, donc, qui est chef de projet à l'Observatoire local des loyers, donc l'OLL, à l'AURG, donc l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise. Et donc, Déborah nous fera un petit compte-rendu de ce que c'est que cette OLL, donc Observatoire local des loyers, et en nous donnant aussi quelques données plus contextuelles et plus locales dans sa présentation. Et ensuite, on aura Vincent Daon, donc directeur du pôle aménagement du territoire à Grenoble-Alpes Métropole, qui nous présentera deux des outils de régulation du marché qui sont à la main des collectivités et notamment de la métropole, que sont l'encadrement des loyers, donc pour le marché locatif, et l'organisme de foncier solidaire, l'OFS, qui permet de faire les BRS, bail réel solidaire, pour ce qui est de l'accession à la propriété pour les ménages les plus modestes. Si jamais on utilise beaucoup de sigles et qu'on ne fait pas attention à les décrypter, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages en cours de route dans le chat pour qu'on soit vigilant sur ce point-là. Et ben du coup, Déborah, à toi la parole. Merci. Donc si tu peux passer le sport. Ouais, super. Ouais, encore un petit peu. Merci. Donc l'agence d'urbanisme, tout le monde ne connaît pas forcément. Nous sommes une association loi 1901 qui est un outil technique et stratégique d'ingénierie publique à l'écoute et au service de ses membres étant les collectivités territoriales, l'État et les acteurs de l'aménagement et du développement local. Donc on traite de sujets du développement territorial, de l'aménagement, de l'urbanisme, on fait de l'observation, de la prospective, avec une équipe qui est pluridisciplinaire, on est une 60aine de personnes, et on offre un cadre de dialogue qui est neutre et une offre d'ingénierie qui est mutualisée pour nos partenaires. Voilà, c'était très très rapide, c'était vous dire à quel titre je parle. On va passer le sommaire, hein, c'est pas forcément... Ouais, merci. Donc l'OLL, qu'est-ce que c'est que l'OLL? Donc l'OLL, c'est l'Observatoire local des loyers. Donc c'est un dispositif, un outil, un observatoire qui permet de collecter, d'analyser et de diffuser des données sur les loyers du parc locatif privé. Je reviendrai après sur le champ d'observation de l'OLL. Je vais parler OLL, c'est plus court, mais voilà, Observatoire local des loyers. Donc l'objectif, c'est de fournir une information qui soit précise et transparente sur les niveaux de loyer qui sont pratiqués dans un territoire et donc découpés en différentes zones géographiques. L'objectif, la finalité, c'est que les locataires, les propriétaires et aussi les décideurs publics, les collectivités notamment, puissent comprendre le fonctionnement du marché locatif privé et connaître les niveaux de loyer pour calibrer ensuite les différents dispositifs nationaux ou locaux et pour aider aussi les propriétaires et les locataires à se positionner aussi dans le marché locatif du territoire. Donc les OLL, on travaille en réseau, on a
plusieurs OLL sur toute la France. Et on suit différents principes. Donc déjà, le fait de travailler en réseau, de partager les expériences, les méthodologies, de se former, de mutualiser les traitements et de centraliser certaines sources de données, comme les données des réseaux d'agences immobilières, la CAF, les logements sociaux. On a un ancrage local qui est fort parce qu'on mobilise tous les acteurs locaux dans le domaine du logement et de la statistique autour d'un outil de gouvernance locale. On partage des mêmes méthodes, on diffuse des résultats fiables et comparables entre territoires, et en même temps, on essaye de répondre aussi à la diversité des questions qui sont posées par les partenaires qui sont locaux, qui sont sur le territoire. Et tout ça dans une logique de transparence. Donc, les OLL, les observatoires, s'engagent à diffuser des résultats qui soient fiables et des données anonymisées sous forme de rapports, sous forme de tableaux, de bases de données. On a une vocation en statistique, on s'engage à ne pas fournir de données individuelles, tout est anonymisé, et on respecte tous les engagements de confidentialité, et notamment la loi informatique et liberté. Donc, une organisation en réseau, c'est le premier des principes des OLL. En 2025, on a 37 observatoires qui couvrent 67 agglomérations en France et on représente plus de la moitié du parc locatif privé. Donc, on a une bonne connaissance sur voilà, plus de la moitié du parc locatif privé. Pour le principe de l'ancrage local fort, l'Observatoire local des loyers de la région grenobloise est porté institutionnellement et financé par l'État et la métropole de Grenoble. Dans le tour de table, on a tant des acteurs publics que privés. On a donc le Pays Voironnais, Bièvre-Est, le Grésivaudan, et on a d'autres types d'acteurs comme les gestionnaires, les agences immobilières, donc la FNAIM et Foncia. Nous avons aussi pour les bailleurs donc un toit pour tous, l'Union des propriétaires immobiliers et Solia. Du côté des locataires, on a des associations comme la CLCV, la CNL, la CSF, donc c'est des associations de locataires qui sont représentées localement. Et du côté des personnes, c'est une catégorie qu'on appelle les personnes qualifiées en matière de statistiques et de logement. Là, on retrouve l'Agence départementale d'information pour le logement, la Fédération des promoteurs immobiliers, la Caisse d'allocation familiale, les bailleurs sociaux et des personnes physiques, des experts locaux qui sont reconnus pour leurs compétences en matière de statistiques et de logement. Donc sur le troisième principe, la méthodologie commune, donc on suit une méthode qui est stricte et rigoureuse, qui est validée par un comité scientifique indépendant qui supervise tous les OLL. Et on suit une méthodologie qui est vraiment commune à tous les observatoires, avec des prescriptions fournies par l'Agence nationale d'information sur le logement, l'ANIL, qui concernent autant l'échantillonnage que la collecte, la pondération des données, les résultats, les niveaux de précision attendus, les seuils statistiques à respecter. Donc tout ça, c'est strictement encadré et centralisé donc, par l'ANIL, qui garantit la fiabilité des résultats et qui nous donne aussi les objectifs de collecte notamment. Donc on ne collecte que les résidences principales du parc privé. On ne regarde pas les logements sociaux, pas les résidences secondaires, pas les logements touristiques, pas les hébergements, les foyers. C'est vraiment que le parc privé, locatif. Donc on restitue un loyer hors charge, ce qui permet de comparer les logements entre eux. Après, on collecte quand même les informations sur les charges, mais c'est pour créer d'éventuels indicateurs. Mais vraiment, les loyers, quand ils sont fournis par l'OLL, c'est du loyer hors charge. De même, on collecte les logements vides et les logements meublés. Après, on diffuse les informations de loyer principalement sur les logements vides. On zoome parfois sur les meublés, mais c'est vraiment le parc locatif privé vide qui est le cœur de cible de l'OLL. Ce qu'on entend par logement vide, c'est pas un logement qui est sans occupant, c'est pas un logement vacant, c'est un logement qui est non meublé. C'est-à-dire que on prend, enfin, on ne regarde pas tout ce qui est meublé, notamment dans le cas des logements touristiques, par exemple. Ça, c'est généralement écarté des, euh, des indicateurs de loyer. Un grand nombre de variables sont collectées. Il y en a certaines qui sont obligatoires. On peut conserver l'information sur le logement que si on a ces variables. Il y a d'autres variables qui sont facultatives. Dans les variables obligatoires, il faut qu'on sache si c'est du logement individuel ou collectif. Il faut qu'on connaisse le nombre de pièces, la surface, si le logement est géré par un propriétaire ou par une agence immobilière, s'il est vide ou s'il est meublé. Dans les variables facultatives, on peut avoir le DPE, les charges, on peut avoir la présence d'un interphone, d'un parking, d'un stationnement, voilà. Donc on a une distinction, mais si les variables obligatoires ne sont pas collectées, on ne peut pas prendre en compte le logement.
Je ne vais pas m'étendre sur la méthodologie. Après, vous pourrez revenir vers moi s'il vous faut plus d'explications. Vous pouvez quand même savoir que donc l'Observatoire des loyers, c'est un processus qui s'étale sur toute l'année. On a une phase préparatoire en début d'année. On a une phase de collecte des données qui peut prendre plusieurs mois auprès des particuliers et des agences immobilières avec l'intervention de prestataires. On a une phase d'enrichissement qui consiste à nettoyer les données, les compléter avec d'autres sources pour les fiabiliser et les rendre exploitables, avec de nombreux allers-retours, notamment avec la NIL qui vérifie chacune des étapes. Et enfin, on arrive à la phase d'exploitation avec les traitements, les calculs proprement dits, la construction des indicateurs, la rédaction des livrables et la diffusion des résultats. Et là, ça nous mène à la fin de l'année. Un petit historique sur l'OLL de la région grenobloise. Donc, il a été créé il y a une dizaine d'années. On a sollicité un agrément auprès du ministère du Logement dès la première vague d'agréments. Donc, on l'a obtenu en 2020. Il a été renouvelé en 2024. Comme la métropole avait l'intention d'encadrer les loyers, ça a nécessité d'avoir une surcollecte sur les zones qui étaient concernées par ce futur encadrement. Donc ça veut dire que depuis 2020, on a des objectifs de collecte qui sont plus élevés pour les 3 zones concernées par l'encadrement. L'encadrement des loyers a été validé par l'État donc fin 2023. Sa mise en œuvre, ça a nécessité une année de préparation. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est plutôt l'objet de la présentation de Vincent Daron. Mais voilà, sachez que l'encadrement, il est vraiment porté par la métropole. L'agence urbanisme, donc l'OLL, se charge de l'observation. Et après, on apporte notre expertise, mais on a une répartition des rôles qui est assez nette. Et donc, cette année 2025, nous sommes en train de traiter les données 2024 pour une publication en fin d'année et on démarre notre 10e année de collecte. Alors, lors de la première collecte, le périmètre était plus large. Il comportait un peu plus de 140 communes. À partir de 2017, le périmètre a été resserré à un zonage statistique qui s'appelle l'unité urbaine de Grenoble. Ça représentait donc en 2017 75 communes, c'est-à-dire la totalité de Grenoble-Alpes Métropole et quelques communes du Pays Voironnais, du Grésivaudan et de Biévrest. Le zonage, il est resté stable depuis 2017. Et ce périmètre donc, a été découpé en 6 zones, on les verra sur la carte suivante. On a 3 zones pour la ville-centre de Grenoble, et on en a 3 pour la périphérie. Donc c'est pas un zonage géographique, c'est pas un zonage administratif, c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un zonage isoloyer, c'est-à-dire que la brique de base, c'est l'IRIS, c'est un découpage de l'INSEE, en fait, qui est proposé par l'INSEE. Et ces iris sont regroupés en isoloyers. C'est un zonage en fait statistique qui représente la réalité du marché. Il permet de rendre compte des disparités locales et en même temps en prenant des zones qui sont suffisamment grandes pour avoir dans chacune un nombre de références de loyers qui est suffisant, ce qui permet de fiabiliser les résultats. Il faut qu'il y ait au minimum 50 observations par zonage. C'est des zones qui ont des caractéristiques de marché qui sont homogènes, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de loyer qui sont proches à l'intérieur d'une même zone pour des catégories de biens qui sont identiques, et en même temps qui sont différents des autres zones. Et donc ce zonage a été validé par un comité d'experts local, avec les agents immobiliers, les notaires, les promoteurs et l'Agence départementale d'information pour le logement notamment. Si on peut regarder la carte, ce que ça donne. Donc, j'ai dit qu'on avait 75 communes initialement. Il y a eu une petite modification récente. Aujourd'hui, on est à 76 communes qui donc, sont découpées en 6 zones. Pour Grenoble, on a l'hypercentre, le nord et le sud. Et pour la périphérie, donc les 75 autres communes, on a 3 zones, zone A, zone B, zone C, qui est infracommunal, ce que je n'ai pas précisé. C'est-à-dire que par exemple, pour certaines communes comme Saint-Martin-d'Hères ou Échirolles, on a les 3 zones au sein de la même commune, selon les quartiers, selon les caractéristiques de marché des quartiers. Sur la page suivante. Voilà, c'était une rapide présentation de l'OLL. Pour rentrer un peu plus dans le fonctionnement de l'OLL, donc on a des objectifs qui sont fixés par l'Agence nationale d'information pour le logement, la NIL, qui prennent en considération la composition du parc de logement, donc source du recensement de l'INSEE. Donc c'est des objectifs qui nous permettent d'avoir des indicateurs pour l'ensemble des segments de logement. Quand on prend en compte tous les croisements, on a un niveau de loyer pour chacun de ces croisements. Et donc, il se décline par zone, nombre de pièces, type d'habitat, selon si c'est du logement vide ou meublé, et s'il est géré par une agence ou en direct par des particuliers. Donc, la collecte en gestion déléguée, donc les logements qui sont gérés par une agence immobilière, on a 2 principaux réseaux d'agences immobilières, donc l'AFNAIM et Foncia, qui transmettent leurs fichiers à la NIL.
L'ANIL se charge ensuite de diffuser ces données aux observatoires locaux sur leur territoire. Nous, on a une région qui est un peu atypique parce qu'on a vraiment ces deux réseaux d'agences qui sont très présents localement. Donc on a un volume assez important qui nous provient de ce partenariat avec l'ANIL. Ça représente plus de 11 300 logements quand même chaque année qui sont collectés auprès des agences immobilières par ce chemin-là, par l'ANIL. On essaye de se diversifier et d'obtenir des agences immobilières hors réseau également, mais sont un peu moins nombreuses que par rapport à d'autres OLL. Et après, on a un important travail technique sur les données pour atteindre les objectifs, parce qu'on a beaucoup de volume de données, mais elles ne sont pas toujours de bonne qualité, donc il faut les nettoyer, les compléter. Du côté de la gestion directe, donc les logements qui sont gérés en direct par les propriétaires, c'est une collecte qui est réalisée par un prestataire qui se charge des appels téléphoniques, qui se charge d'appeler autant les propriétaires que les locataires, tant qu'ils ne passent pas par une agence. Et on a différentes sources, on a un panel, donc c'est les gens qui acceptent de répondre chaque année. On utilise les fichiers fonciers, donc le cadastre, qui contiennent des caractéristiques sur les logements et les occupants. On récupère aussi des coordonnées de propriétaires et de locataires qui se portent volontaires, qui acceptent de répondre à l'enquête. Et c'est des petits volumes chaque année, mais c'est des gens qui permettent de compléter ces objectifs et puis qui répondent à l'enquête téléphonique. Et le fait d'être en surcollecte signifie qu'on doit avoir un plus grand nombre de logements, tant auprès des agences immobilières que des particuliers. Donc, au total, en 2023, on a collecté plus de 13 000 logements, ce qui représente 22% du parc. Quelques chiffres clés, donc on a résumé les principaux indicateurs sur cette infographie. J'espère que c'est assez grand, enfin, vous voyez que c'est assez lisible. Donc on enrichit l'OLL en fait avec les données du recensement de l'INSEE pour connaître les caractéristiques du parc et puis pour avoir des références, de savoir un peu de quoi on parle. Donc, comme les autres métropoles, les logements de la région grenobloise sont principalement collectifs. C'est à peu près 9 logements sur 10 sont des appartements dans la région grenobloise, sur le périmètre observé par l'OLL. Et la moitié du parc privé vide est constitué de petits logements de T1 ou T2. Ça, c'est une caractéristique de métropole. C'est pas spécifique, toutes les métropoles ont à peu près ces caractéristiques-là. Là où on est spécifique, dans la région grenobloise, c'est sur la forte proportion de logements anciens. On a une forte construction durant les 30 Glorieuses, c'était vraiment massif, et ça, c'est particulier par rapport à d'autres OLL, d'autres territoires, et ce qui impacte ensuite les loyers aussi, parce qu'on a des biens qui construction massive, de biens pas toujours qualitatifs, ou en tout cas avec des besoins de rénovation. Donc voilà, ça induit après des niveaux de loyer qui peuvent être un peu différents. Les données de l'INSEE, elles permettent aussi de connaître les occupants du parc, ce que ne permet pas du tout l'OLL. Donc, vraiment, on est obligé de se référer aux données de l'INSEE. Et donc là, comme une métropole, on est une métropole, donc on a 16% des occupants du parc privé qui sont des étudiants. Et on a un tiers des occupants qui sont entrés dans leur logement depuis moins de 2 ans. Donc, il y a quand même un turnover assez important. Sur la page suivante, on a l'infographie qui présente une sélection d'indicateurs vraiment purement OLL, donc des loyers. Vous les retrouverez dans nos différents livrables. Là, c'est vraiment une sélection. S'il y a un chiffre à retenir, c'est peut-être le loyer médian. Donc, on est à 11,3 € du mètre carré sur l'ensemble du périmètre de l'OLL. Après, ça varie selon les secteurs, selon les différents segments. Donc, on a la moitié des logements qui sont loués entre 9,8 et 13,1 € du mètre carré. C'est ce qu'on appelle les quartiles. Donc, ce qui se situe entre le premier et le troisième quartile, ça représente la moitié du parc. Donc, on est dans cette fourchette-là. Ensuite, il y a des variations selon les secteurs. La période de construction, on sait que les logements des 30 Glorieuses sont les moins chers, à 10,8 € du mètre carré, alors que les logements les plus récents, qui sont construits après 2005, sont les plus chers, à 12,2 € du mètre carré. Le type de bien, ça joue aussi sur le niveau de loyer. Il y a très peu de maisons, mais quand elles sont louées, elles sont à 10,5 € du mètre carré. Les appartements à 11,3 € du mètre carré. Les maisons sont moins chères au mètre carré, mais souvent elles ont une superficie plus grande. Donc en fait, en loyer mensuel, elles sont plus chères. Mais on a aussi l'ancienneté d'occupation des locataires. Le loyer est plus élevé pour les personnes qui sont entrées dans leur logement récemment, depuis moins d'1 an. Et après, le loyer baisse progressivement avec la durée d'occupation. Parce que les propriétaires n'appliquent pas systématiquement l'index de référence des loyers, ou n'appliquent pas systématiquement une hausse. Donc voilà, les ménages stables ont un loyer un peu plus faible que les emménagés récents. Si on regarde ce que ça donne au niveau des zonages,
Donc les loyers sont plus élevés dans la ville-centre. On est à 11,7 euros du mètre carré sur la ville de Grenoble, ce qui est plus que le reste de la périphérie, on a 80 centimes de plus. On a aussi des loyers qui sont plus dispersés, il y a plus de variations au sein de la ville de Grenoble selon les quartiers. Donc on a 3 zones dans la ville de Grenoble. Le loyer le plus élevé, c'est la zone 1, en violet foncé, dans l'hypercentre. Donc on a la place Grenette, la préfecture, le centre-ville. On a aussi les quartiers de l'île verte qui sont un peu plus résidentiels. Après, on a la deuxième zone qui regroupe les quartiers principalement situés au nord des grands boulevards. Donc on trouve Europol, Saint-Laurent ou le quartier, ce qu'on appelle l'Iris Lustucru. Donc là, on a un loyer médian qui est de 11,8 euros du mètre carré. Et dans la ville-centre, donc le loyer médian le plus bas est celui situé au sud des grands boulevards, avec 11,1 euros du mètre carré. On trouve aussi certains quartiers comme Saint-Bruno et Lègue, qui sont sur ces niveaux-là de loyer. Donc, concernant les autres communes de la région grenobloise, on a des loyers médians qui sont à 10,9 euros du mètre carré. Ils sont plus élevés dans les zones roses, avec des communes comme Vars, comme Quai en Chartreuse, Domaine. On a aussi des quartiers de Saint-Martin-d'Air ou de Saint-Égrève, par exemple. Dans la zone B, en jaune, on a un loyer médian à 10,9 euros du mètre carré. Là, on retrouve Saint-Paul-de-Vars, Noyaret, Vif, ou certains quartiers des Chirolles, de Voiron ou de Saint-Martin-d'Air également. Et dans la zone C, on a les loyers médians les plus bas, donc à 9,7 euros du mètre carré, en vert. Là, on a la majorité des communes du Voironnais, on a aussi des quartiers de Visil, des Chirolles, de Pont-de-Claix. Donc on est bien sur des zonages isolés, c'est-à-dire que chaque secteur, chaque iris d'une zone possède le même loyer que l'ensemble de la zone. C'est-à-dire que un quartier de Visil qui est dans la zone C, en vert, va avoir on estime qu'il a le même niveau de loyer que sur le Voironnais. C'est ce qu'on appelle l'isoloyer, c'est quelque chose d'assez homogène. Juste pour une petite parenthèse, dans le cadre de l'Observatoire foncier partenarial de l'Isère, qu'on appelle l'OFPI, encore un sigle, on traite d'autres données pour avoir un panorama complet des marchés fonciers immobiliers. Et ce qu'on peut en dire, c'est donc ce que disait déjà en introduction Marie, on a connu en 2023 une chute des constructions, donc des mises en vente dans le neuf, en lien avec la crise immobilière. Donc on a connu une hausse des coûts de construction, une hausse des prix, une hausse des taux d'intérêt, des conditions d'accès aux emprunts bancaires qui se sont durcies, pour les ménages qui ont perdu en pouvoir d'achat. Tout ça a créé aussi des difficultés de commercialisation. Et donc la métropole, mais comme le département, a atteint son plus bas niveau de construction de logements depuis 25 ans, avec un peu plus de 1200 logements commencés, ce qui est beaucoup plus faible que les années précédentes. Et c'est une construction qui est principalement portée par du collectif. Du côté des transactions, donc à l'achat, les conséquences de la crise immobilière sont observées sur les volumes, avec une année 2023 qui a connu une forte baisse de ventes. À nuancer quand même, parce que cette chute, elle fait suite à 2 années qui avaient été exceptionnelles en 2021-2022. Donc voilà, on est revenu, disons, à des niveaux de vente à peu près similaires à avant. Et en parallèle, par contre, eux, les prix de vente, ils n'ont pas vraiment connu cette baisse. Ils sont toujours restés élevés en 2023, à voir pour 2024. On n'a pas encore, on est en train de traiter les données, donc on ne sait pas encore, mais en tout cas, sur l'année 2023, sur les prix de vente, il n'y a pas vraiment eu de baisse. Le marché du collectif neuf, c'est un peu plus de 4 000 euros du mètre carré, ce qui est un peu plus élevé que le reste de l'Isère, mais c'est normal pour une métropole, il n'y a pas de distinction. Et il est en augmentation constante depuis 2020. Du côté de l'ancien, sur le collectif, donc les appartements, on est autour de 2400 euros du mètre carré. Là, c'est pareil, on est en hausse continue depuis 5 ans. Et on sait qu'il y a un impact fort sur les prix de la performance énergétique, donc le DPE, et sur la période de construction. Et on a des mêmes constats pour l'individuel ancien, avec des prix en hausse, avec des maisons qui sont vendues en médiane à 360 000 euros du mètre carré. Voilà, c'était pour que vous ayez le parallèle entre les niveaux de loyer et puis les prix à l'achat. Et donc, pour aller un peu plus loin, si vous voulez des ressources ou d'autres types d'informations, si tu peux passer à la page, ouais, merci. Donc, on a toujours dans le principe d'ouverture des données de l'OLL, on diffuse tous les indicateurs, toutes les données sont diffusées très largement en accès libre pour le grand public. Donc on produit déjà un rapport détaillé. Donc c'est une production qui est attendue par la démarche nationale pour justifier de l'agrément de l'observatoire. Donc on présente le zonage, on présente le parc locatif, on présente les profils des occupants avec les données de l'INSEE comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Et ensuite on zoome sur les loyers avec différents zones thématiques.
Un autre livrable, c'est la plaquette sur la page merci. La plaquette qu'on appelle plaquette grand public, c'est une plaquette qui est plus communicante, qui est autant le rapport fait une 50aine de pages, la plaquette en fait 4, c'est plus synthétique. Elle est diffusée sur très largement en fin d'année. Elle reprend une sélection d'éléments d'analyse et permet de donner une restitution accessible tant aux partenaires qu'au grand public. Et en supplément, un troisième livrable, c'est une carte un peu plus, encore plus communicante, on va dire, qui permet d'avoir vraiment toutes les informations sous les yeux, les chiffres clés par zone et la liste des iris, des quartiers et des communes qui composent chacune des zones. Et donc, du coup, pour répondre à l'ouverture des données, on diffuse tous ces éléments sur différents sites, le site de l'agence d'urbanisme, le site de la DIL, et il y a un site national des OLL, donc sur le support, vous avez les liens qui vous mèneront à ces différents sites, euh, qui, voilà, qui permettent de retrouver les analyses, mais aussi les tableaux d'indicateurs et les bases de données, anonymisées évidemment. Oui, merci. Après, en complément, il y a une petite page, mais très rapide, parce que l'OLL n'a pas pour vocation d'observer certains segments, mais ces segments-là sont observés par ailleurs. Donc, tout ce qui concerne le logement des étudiants, spécifiquement avec les résidences dédiées du Crous et privées et sociales, enfin, voilà, tous les logements étudiants sont observés par l'OTLE, l'Observatoire territorial du logement des étudiants. Tout ce qui concerne les locations meublées touristiques, Airbnb, pour ne pas les citer, ça fait l'objet d'un autre observatoire sur la métropole grenobloise. Donc toutes les données foncières sont observées par l'OFPI, l'Observatoire foncier partenarial de l'Isère. Et j'ai mis aussi en lien, parce que ça peut être intéressant, des publications très récentes de l'ANIL sur les évolutions de loyer et puis sur une comparaison des niveaux de loyer en France. Pourquoi les évolutions de loyer? J'en ai pas parlé, parce que c'est compliqué. C'est très très compliqué de calculer des évolutions de loyer, toutes choses égales par ailleurs. La NIL, ils ont mis plusieurs années pour arriver à sortir des données fiables, qu'ils estiment fiables, en faisant intervenir des traitements qu'on appelle de l'économétrie, en mettant plusieurs chercheurs sur le coup, et voilà, avec une équipe qui a travaillé dessus depuis plusieurs années. Nous n'avons pas les moyens de faire les mêmes analyses, donc on se base sur ce que la NIL a déjà fait. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations-là dans le livrable. Mais l'OLL, c'est assez compliqué. Alors, on peut afficher, certes, les niveaux de loyer chaque année, mais de là à dire que les loyers ont augmenté de tant de pourcents, voilà, c'est trop complexe à notre échelle. Donc voilà, mais vous trouvez tout le détail, toute la méthodologie de l'ANIL a été détaillée dans leur publication. Vous pouvez vous y plonger. Euh, voilà, et donc ben, pour terminer, c'est un peu un- une conclusion en forme d'appel. Donc, l'OLL est basé sur la transmission des données des agences immobilières et aussi des données des particuliers. C'est les particuliers qui veulent bien fournir leurs informations, qui nous permettent d'alimenter l'OLL et d'avoir quelque chose de fiable, propriétaire et locataire. Donc, on a une enquête annuelle qui prend 15 minutes la première année, 5 minutes les années suivantes, par téléphone. C'est obligatoire, on est obligé de passer par téléphone, on n'a pas le choix. C'est les prescriptions méthodologiques de l'ANIL. Et on est toujours en recherche de contacts pour la gestion directe, donc de propriétaires et de locataires, qui nous permettraient de compléter, enfin, voilà, d'avoir un panel, d'améliorer notre panel, on va dire. C'est pour ça qu'on diffuse très largement avec la métropole ce petit flyer que vous avez peut-être vu ou d'autres dans différentes communications dans les médias locaux et qu'on met à disposition un petit formulaire d'inscription. Donc si vous êtes concerné, si vous connaissez des gens qui sont concernés, n'hésitez pas à diffuser largement cet appel à volontaires. Et après, vous avez les contacts, donc les miennes, mes coordonnées et celles de l'OLL, si vous avez des questions ou si vous voulez vous manifester, il n'y a pas de problème. Merci pour votre attention. Eh ben, merci Déborah pour la présentation de cet outil de connaissance qu'est l'Observatoire local des loyers et puis pour avoir aussi dit un petit mot de l'OFPI parce que comme tu l'as dit, toutes les données construites par les uns et par les autres comme observatoire finissent par se compléter et apporter une vue assez large pour qu'on puisse analyser et puis dire des choses comme on les dit aujourd'hui. Et puis ça me paraissait intéressant d'avoir la présentation de cet outil de connaissance pour rappeler aussi que ces outils de connaissance viennent nourrir les outils opérationnels dont il va être question juste après, donc notamment avec l'encadrement des loyers et le BRS via les OFS.
Et puis juste peut-être un petit mot. Alors moi, l'enquête sur laquelle on est toujours là sur la slide, j'y ai répondu à titre personnel et donc je vous confirme que c'est assez simple et que ça vous prendra pas plus de 10 minutes. Et puis que bah, vous êtes détenteur de la connaissance, si vous êtes propriétaire ou locataire donc de logements comme ils ont été décrits par Déborah plus tôt. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est pas très chronophage. Et du coup, ben, je donne la parole à Vincent pour la présentation donc, de deux outils de régulation à la main des collectivités. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, puisque j'ai une connexion qui est un petit peu fragile. Peut-être je représente la Grenoble-Alpes Métropole, puisque j'ai vu qu'il n'y avait pas que les territoires des communes ou des élus ou des personnes de la métropole. 49 communes, 450 000 habitants, 240 000 logements. Avec après, j'arrêterai sur les chiffres, hein, j'en donne juste quelques-uns. 24% des résidences principales qui sont des logements sociaux. On a 20 000 demandes par an de logement social dans le cas de l'enregistrement des demandes. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur ces 20 000, évidemment, on ne répond pas à tout le monde. L'autre chiffre clé qu'on peut retenir, en effet, la construction aujourd'hui de logements est plutôt à l'arrêt, en sachant que ces 10 dernières années, on avait une production qui correspondait aux ambitions du territoire, c'est-à-dire à peu près 3 000 logements par an. Par contre, on n'atteignait pas le niveau de logements sociaux attendu sur le territoire. Donc, on était un petit peu en dessous en termes de production de logement social par rapport à la production totale de logements. Donc, dans la période actuelle 2025-2030, le Conseil métropolitain a souhaité poursuivre la production de logements sociaux pour atteindre 1300 logements sociaux par an pour permettre de répondre aux besoins des habitants. Alors, premier élément, ça voilà, si je donne juste ces quelques chiffres hein, à avoir en tête, plus de 240 000 logements sur la métropole pour 450 000 habitants, et puis en effet une sous-production du logement social à l'heure actuelle, même si ça concerne 24% des résidences principales. D'ores et déjà, puisqu'on a parlé de régulation de différentes choses, peut-être écarter tout de suite un outil qui peut contribuer à veiller à la bonne qualité des logements, qui est le permis de louer, dont la métropole a la compétence et qu'elle a décidé de ne pas mettre en œuvre. Par contre, elle le confie aux communes qui le demandent, et c'est le cas notamment sur 2 quartiers à Grenoble, où la ville s'est saisie de ce sujet-là et qui aujourd'hui a mis en place le permis de louer, qui permet en effet pour tout propriétaire de déclarer qu'il va louer un bien, soit de le déclarer, simple déclaration, soit une autorisation. Dans ce cas-là, il y a une visite d'un agent ou d'un bureau d'études qui va aller vérifier la conformité du logement pour la mise sur ce marché. Donc là, on va être plutôt sur la qualité du logement. Donc ça, je le mets maintenant de côté, maintenant que je l'ai présenté. Ça s'appelle le permis de louer, mais c'est plutôt sur la qualité du logement. Il faut l'avoir en tête puisque on n'a pas été un logement vacant. Le permis de louer aussi permet d'aller chercher parfois d'accompagner des propriétaires qui louent des choses qui ne seraient pas viables. Alors, l'encadrement des loyers, il a un vrai intérêt sur la métropole. Mais alors, on peut se dire, mais pourquoi aller encadrer des loyers? Parce qu'il y a de la tension sur le parc locatif. Juste se rappeler, hein, le logement social, 70% des habitants peuvent y prétendre, en sachant qu'aujourd'hui, tout le monde n'y prétend pas, hein, c'est la question du recours au droit, mais aussi parce qu'il y a des choses très réelles, puisqu'aujourd'hui, sur l'ensemble du parc, qu'est-ce qui se passe? Où sont logés les gens qui ont droit au logement social? Il y en a quasiment 30% en gros hein, qui sont propriétaires, 30% qui sont locataires du parc privé et 30% du parc public. Donc on voit bien, on l'a dit tout à l'instant, si on a un ralentissement de la production dans le parc public, ça veut dire que le report sur la tension va se mettre à la fois sur le parc privé, l'autre tiers, ou sur l'accession à la propriété, un autre tiers aussi. Donc on voit, c'est ce mouvement-là sur lequel la métropole souhaite agir. Donc le parc public, comment on favorise la production de logement social? Comment, sur le parc privé, on maintient à la fois de l'accession et à la fois on tient des loyers à prix correct? Ça va être l'objet des 2 outils que la collectivité a souhaité mobiliser. Le premier, c'est ce qu'on vient d'évoquer rapidement, c'est l'encadrement des loyers, loi Elan 2018,
Donc, l'initiative a démarré à ce moment-là. Une métropole qui voit tout l'intérêt au regard de la tension sur le marché locatif en 2020-2021, qui fait une première demande. L'OLL se met en place. Un premier refus de l'État qui demande des précisions. Et puis, en effet, en 2022, un accord au niveau national qui permet, dans la foulée, de continuer à travailler et d'aboutir, et heureusement, à un arrêté préfectoral de décembre 2024 pour la mise en œuvre, clairement, de l'encadrement des loyers. Alors, c'est quoi l'encadrement des loyers? Alors, vous prenez le très bon travail fait par l'OLL et vous allez travailler sur cette base-là pour déjà identifier les secteurs en tension. Donc là, ça, tes premiers travaux, c'est à quel endroit il y a tension sur le marché locatif. Aujourd'hui, sur la métropole, c'est 13 communes qui ont été identifiées et 8 communes où c'est une partie des communes qui sont concernées. On est aussi dans les premiers territoires à l'échelle nationale à être sur plusieurs communes. Habituellement, les quelques communes qui étaient parties, c'était des communes toutes seules. On fait partie là, actuellement, des rares endroits où l'intercommunauté est partie et l'autre endroit en complément de la métropole de Grenoble, Pays Basque. Habituellement, des endroits où ça s'est mis en place, c'est principalement les villes-centres des métropoles. Donc là, on voit qu'il y avait vraiment un sujet et comme vous l'avez entendu, l'OLL doit être très précis puisque je vous l'ai dit à l'instant, on a des endroits où c'est des parties de communes. Ça veut dire qu'on se situe, pour ceux qui connaissent un petit peu les statistiques de l'INSEE ou les bases de statistiques, on est à l'IRIS, donc c'est un découpage qui va à la rue près. D'un côté de la rue ou de l'autre côté de la rue, vous n'êtes pas encadré pour le loyer. Déjà, une première spécificité sur la métropole. L'enjeu de cet encadrement, c'est d'être quelque part au plus proche des prix du marché et de faire le nécessaire qu'il n'y ait pas de loyers abusifs ou des investisseurs qui souhaiteraient investir et qui ont fait les mauvais calculs de rentabilité. Ça veut dire que la démarche de la métropole, c'est à la fois auprès des locataires pour leur permettre d'accéder au logement, mais aussi de permettre aux investisseurs de calculer leur rentabilité de manière intelligente avec des vraies indications de marché. C'est important puisque, comme l'a dit Déborah aussi, ça ne se fait pas tout seul, l'encadrement des loyers. Mais on sait qu'à l'échelle nationale, c'est un vrai atout d'au moins de maintenir les loyers, voire surtout décréter ceux qui sont au-dessus. Et ça, c'est l'essentiel, c'est une des cibles visées par la métropole. On a fait le choix ici aussi sur la métropole, puisque l'encadrement des loyers, si on va moi je dis toujours, je suis citoyen, je suis propriétaire, je suis futur propriétaire, et je souhaite faire un investissement locatif. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ce que je peux trouver comme info sur les loyers et puis je vais fixer mon loyer un petit peu au doigt mouillé. Bon, l'avantage de l'encadrement des loyers, aujourd'hui, je suis futur investisseur, je peux aller sur un simulateur en ligne qui va me donner pour mon bien le loyer attendu sur la métropole au regard de l'observatoire. Donc déjà, ça, c'est la première entrée qu'on peut avoir. Les propriétaires peuvent connaître pour leur bien la valeur locative. Donc ça, c'est important. Parce que si on veut qu'on fluidifie le marché, il faut aussi rassurer les propriétaires. Le deuxième volet, qui était vraiment le cœur de cible de la métropole, et qui l'est toujours, c'est le locataire. Quand vous prenez un bien en location, il est bon de connaître le bon niveau de loyer. Donc c'est pour ça qu'on parle d'encadrement, c'est-à-dire que l'OLL fournit un loyer médian, et le travail qui est fait par la préfecture, ça va être de fixer les 20% et 30% de part et d'autre sur un seuil et un plafond. En sachant aussi qu'on va avoir un pourcentage lié au fait que le logement soit meublé ou pas, qu'on peut avoir du surloyer dans certains cas, très très précis et qui font l'objet évidemment de beaucoup de jurisprudence puisque c'est des réglementations récentes. Mais en tout cas, la cible, c'est bien que tout locataire puisse aller faire une simulation de son loyer pour se rendre compte, est-ce que mon loyer est inférieur? Je ne vais peut-être rien dire. S'il est supérieur, je vais regarder comment je peux entrer en dialogue avec mon propriétaire. La mise en place qu'on a souhaité pour accompagner le locataire à ce moment-là, c'est de se dire, à minimum, on a quelque chose qui marche bien à l'échelle nationale et surtout ici sur la métropole, c'est la DIL. Donc la DIL,
un locataire qui s'interroge, il peut premièrement aller voir la DIL pour connaître ses droits. L'association droit, information, logement. Hein. Donc, elle a vraiment ce rôle-là. Et elle est financée pour accompagner propriétaires et locataires. Donc, premier niveau d'accompagnement. Deuxième niveau, vous avez aussi l'affichage obligatoire en agence immobilière. C'est plutôt un point d'information. Donc, les agences immobilières ont leur rôle d'information auprès des locataires sur le loyer attendu auquel ils peuvent payer. Autre volet qu'on n'oublie pas, évidemment les associations de consommateurs qui peuvent accompagner tout locataire, et puis les fédérations de locataires dont certaines nous ont fait des retours de leurs propres enquêtes, par exemple sur Paris, qui a montré qu'en effet qu'il y avait moins d'abus sur les loyers. Donc ça, c'est très intéressant, puisque ça a été un regard chiffré pour montrer qu'on avait moins d'abus, mais que les loyers, évidemment, suivaient l'IRL quand même, l'indice de révision des loyers, donc on avait de référence des loyers, donc on a une petite hausse, mais qui est modérée. Enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout cet accompagnement, fédération, association de consommateurs, agence immobilière, ça passe aussi par les professionnels de l'immobilier qui nous ont fait part d'un certain nombre de réserves. Donc, pour une partie, c'était la méthode nationale sur le calcul qui a été très bien présentée par Déborah tout à l'heure. Et puis d'autre part, sur les dérives qu'on peut y voir, en effet, de soustraire quelque part des baux classiques pour passer sur du bail touristique, hein, Airbnb pour comme c'est dit tout à l'heure, ou équivalent, ou sur du loyer professionnel, différentes dérives qu'on pouvait y voir sur Paris d'après les professionnels de l'immobilier. On s'est rendu compte, par contre, que dans les villes de taille moyenne, de plus petite taille que Paris, qui avaient mis en place l'encadrement des loyers, entre guillemets, ces petites ruses, c'était anecdotique. Donc la métropole a conservé cette dynamique-là aujourd'hui avec l'État, puisque c'est l'État en fait qui arrête les niveaux de loyer, et la métropole a déployé ce niveau d'information auprès de tous les habitants. Ce qu'il faut avoir en tête, si on reprend la petite procédure du locataire qui commence à dialoguer, une fois qu'il est bien renseigné, qu'il a fait sa simulation, qu'il a pu être éventuellement accompagné, avec le propriétaire, si ça coince, il y a un petit dossier à monter, il y a une commission départementale de conciliation qui est mise en place, qui permet d'avoir le dialogue. Aujourd'hui, elle ne s'est pas encore réunie sur la métropole, elle se réunira peut-être. Aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas arrivé à ce stade. Elle ne se réunit pas si souvent que ça, y compris sur les territoires où c'est encadré, mais elle a le mérite d'exister et souvent, pour les gens qui sont en difficulté avec le propriétaire, c'est un vrai lieu d'intervention. Deuxième volet, on peut avoir le préfet qui se saisit lui-même ou qui est saisi sur des anomalies de loyer. Alors, ici, sur le territoire, pour le moment, on n'a pas mis, pour le moment, il n'y a pas eu cette sollicitation auprès du préfet. Par contre, nos voisins de la région lyonnaise, j'ai échangé récemment, ont commencé à mettre quelques amendes de 5 à 15 000 euros pour des propriétaires qui étaient en dehors des plafonds de loyer. Donc, ça veut dire que là, c'est, je dirais, la situation finale très lourde de la sanction. L'objectif étant quand même de rappeler juste qu'il y a des règles, d'où l'importance pour la métropole qui est de dire on informe bien les locataires et les propriétaires des niveaux loyers attendus sur le territoire. Donc ça, c'est fluidifier, en fait, fluidifier vraiment l'offre du parc privé et limiter les abus. On l'a dit tout à l'heure, c'est régulier les crises du logement, c'est du cyclique, on le sait, et c'est souvent des temps longs. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est pourquoi aujourd'hui, on a quand même du mal. On est dans une phase de crise du logement qui paraît si simple à passer. Alors, il faut le regarder de plus près. Notamment, on a un déficit d'intervention d'investisseurs pour le logement aujourd'hui. Donc, un des moyens de relancer et de garder cette dynamique, c'est d'aller regarder sur un autre sujet, et on va passer cette fois aux autres acronymes, mais que je vais vous donner en toutes lettres, c'est d'aller travailler sur les baux réels solidaires. Alors, on va, pour les gens qui sont familiers, on va rappeler juste que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1792, on a tous la notion de propriété, qui est donc un droit constitutionnel en France. Sur la notion de propriété, on y tient, c'est vraiment au cœur de notre culture ici.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette propriété, on peut la démembrer, c'est-à-dire entre l'usager, le propriétaire. On arrive à le découper sous différents volets. Ça veut dire que là, on commence à être un peu dans l'expertise du foncier, mais à la fois, la bonne chose qui a pu se mettre en place, et notamment dans un certain nombre de pays où on n'achète pas le sol, où on n'a pas l'habitude d'acheter le sol, où on n'a pas forcément l'habitude d'acheter sa propriété, est venue peu à peu l'idée d'une dissociation entre le sol et le bien bâti. Et en se disant, en fait, la ville se renouvelant sur la ville depuis des siècles, voire depuis de nombreuses années, en fait, ce qui reste, c'est toujours le sol. Par contre, le bâti, sur le temps long, se renouvelle. Donc, est-ce qu'il ne faut pas séparer les deux? C'est vraiment comme ça qu'on l'a travaillé. Et en effet, donc, ce qu'on va mettre en place, c'est un bail réel solidaire, puisque c'est de se dire, on dissocie le sol de l'immobilier. Et le bien immobilier est acheté et le sol, reste commun, d'où la notion de solidaire. Le sol reste un bien commun, d'où le bail solidaire. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fonctionné plutôt dans les pays anglo-saxons qui ont une relation différente et la propriété n'est pas dans la Constitution. Et pour être support, donc en France, c'est la loi Allure qui a permis ça, pour être support des baux réels solidaires, mais il faut quelqu'un qui porte en fait ce foncier. À qui appartient ce foncier? Le sol. Et c'est comme ça qu'ont été créés les organismes fonciers solidaires, les OFS, qui vont être les propriétaires du sol et le ménage va être propriétaire de l'immobilier. L'objectif, quand on met en place ces outils-là, et c'est telle qu'elle avait institué la loi, c'est de permettre de la construction de logements à prix abordable, puisqu'en effet, le prix du foncier représente de l'ordre de 15 à 30% selon le bien du prix d'un logement. Donc, l'enjeu est très intéressant. Ça veut dire qu'on enlève le sol et ça nous permet de diminuer le prix d'accession à la propriété. Mais on n'est propriétaire que du bien immobilier. L'enjeu aussi, c'est que comme c'est de l'accession sociale, on va avoir aussi des clauses anti-spéculatives de revente du bien immobilier sur du long terme, puisqu'en fait, le bail réel solidaire, on loue le foncier et on achète le logement. C'est-à-dire que le logement, on ne va pas pouvoir le revendre en spéculant dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment important puisque c'est l'enjeu même pour les ménages. Ça veut dire que la personne, les gens qui vont commercialiser les baux réels solidaires, il faut changer complètement d'univers. Ça veut dire qu'on ne vend plus une part de copropriété avec le sol, mais on vend un lot immobilier et on loue le sol. Donc, ce travail-là, ça nécessite en premier lieu d'avoir des commercialisateurs qui sachent faire. Donc ça, c'est le premier point qui permet, en effet, et c'était l'objectif servi par la métropole, on est sur de l'accession à la propriété pour les ménages modestes. Évidemment, il y a des plafonds de ressources qui sont liés. On est sur notre enjeu à nous de fluidifier le parcours de l'accession sociale, avec un autre enjeu qui est très intéressant pour la métropole, c'est que là où les prix immobiliers ne sont pas en cohérence avec les gens qui travaillent sur la commune ou à proximité de la commune, d'être en capacité d'avoir un produit qui va amoindrir le coût d'accès à la propriété de l'ordre de 30%, 20 à 30%. C'est extrêmement précieux puisque ça va permettre, en effet, de mieux répartir ou d'avoir une meilleure mixité sociale sur le territoire. On se rend compte aujourd'hui, alors la métropole, dans cette dynamique-là, a fait le choix de créer un organisme foncier solidaire avec un partenaire dans un groupement d'intérêt public et qui est l'établissement public foncier local du Dauphiné. Cet ensemble qui a été décidé
de créer cet organisme foncier solidaire. Ça ne veut pas dire qu'il est agréé par l'État, évidemment, et qui se donne des conditions de mise sur le marché des baux réels solidaires. C'est-à-dire à quel prix on vend le bien mobilier, quelles sont les conditions de sa revalorisation s'il y a des travaux à l'intérieur ou pas, c'est ce qu'il y a un accord de sous-location. Est-ce que qu'est-ce qui se passe à la revente si la personne n'arrive pas à la revendre? Là, l'organisme foncier solidaire est obligé de racheter. Donc, autant d'éléments qui font que ce sont des contrats assez complexes. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment des commercialisateurs qui soient en mesure de l'expliquer. Mais par contre, c'est là où intervient toute la garantie de la collectivité, puisque la collectivité, et notamment c'est le cas avec l'établissement public foncier, on est en capacité de porter sur du long terme le sol, puisqu'on est sur des contrats pour le foncier sur des durées de 80 ans. Mémoire, logement social, on va être plutôt sur des durées de 40 ans. Donc on voit toute l'importance de la maîtrise du foncier. Donc on a toute cette dynamique que l'on a mis en place à l'échelle de la métropole. Aujourd'hui, la métropole a 2 opérations, donc ce n'est pas énorme, mais c'est déjà important, qui aujourd'hui 19 ménages, et pour l'un, et il nous reste une trentaine de ménages, dont la moitié là sont en train d'être agréés, puisqu'évidemment, il y a une condition de revenu. La question qui est en débat régulièrement, oui, mais le sol, il vaut combien? C'est quoi les prix d'accession? On se met à 30% du prix de marché pour le bien immobilier. Et la redevance, on a fait le choix sur cet organisme foncier solidaire Grenoble-Alpes d'être à 1 € du mètre carré, révisé sur la base de l'IRL. Ça ne veut pas dire que sur le territoire métropolitain, il n'y a que l'Office foncier solidaire Grenoble-Alpes qui intervient. Bien au contraire, il y a d'autres offices fonciers solidaires qui interviennent, souvent constitués par des groupements de bailleurs sociaux. Voilà. Tout bailleur social est en capacité de créer son propre organisme foncier solidaire et de proposer des baux réels solidaires avec des conditions qui sont encadrées par le code, mais qui vont être peut-être à des montants d'acquisition et de redevance du foncier différents, mais qui restent somme toute équivalentes. Et on a depuis peu des fondations qui peuvent aussi créer leur propre organisme foncier solidaire, avec du bail réel solidaire derrière. Donc ça, c'est aussi autant d'acteurs qui, sur le territoire de la métropole, peuvent intervenir à partir du moment où ils ont l'agrément de la préfète de région. C'est vraiment, pour nous, à la métropole, un outil extrêmement précieux à plusieurs titres. D'abord, sur l'accession à la propriété, aujourd'hui, on avait le PSLA, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui atteint assez vite ses limites et qui ne répond plus toujours au modèle économique des bailleurs sociaux ou des communes, puisqu'il y a le sujet de la taxe foncière bâtie derrière. On a un autre volet qui est celui du modèle, puisque comme sélection sociale, c'est pris en compte dans la comptabilité SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Comment ça peut bien fonctionner? Tout compte fait, il y a des communes qui commencent ou des modèles économiques où montrent que le BRS peut être beaucoup plus favorable sur certaines parties du territoire et pour certaines communes. Donc aujourd'hui, à date, on a un fort engouement politique pour les BRS. On se rend compte que sur certaines communes moins attractives, le bail réel solidaire n'est pas forcément le bon outil. Pourquoi? Parce que se mettre à 30% en dessous d'un marché qui est déjà très bas, en fait, vous ne facilitez pas l'accession sociale. Ça ne marche pas une fois que vous avez rajouté la redevance parce que vous avez des prix de marché qui sont bas et le prix de revient du logement ne va pas fonctionner dans le modèle économique du bailleur ou de l'organisme foncier solidaire. Donc, on a des endroits où ce n'est pas du tout opportun de le faire. Ou en tout cas, il faut trouver le bon modèle adapté plutôt à chaque territoire. Donc ça, c'est le travail que l'on fait actuellement à la métropole, d'aller regarder à quels endroits les baux réels solidaires sont opportuns, c'est-à-dire là où il y a tension sur le marché et vers quel niveau de prix c'est intéressant. Les endroits où, au contraire, le BRS vient participer à des équilibres d'opérations de logements sociaux. Et donc là aussi, est-ce que
nouvelle forme d'accession sociale équilibre vraiment les modèles pour les bailleurs et en parallèle répond bien aux ménages, parce qu'il y a quand même le sujet de la conciliation qu'il faut expliciter. Donc c'est ces allers-retours-là qu'on est en train de traiter à l'échelle de la métropole. Et en parallèle, et c'est important d'avoir en tête, au niveau national, la question des baux réels solidaires se pose sur plusieurs sujets. Le cas le plus simple, c'est celui que je vous ai présenté. On est sur de la construction neuve. Sauf que si on se projette tous ensemble sur le futur de la ville, on peut se le rappeler, la ville se renouvelle d'1% par an. Donc, ce n'est pas le neuf qui va révolutionner le logement aujourd'hui. Ça veut dire qu'à terme, et d'ici 2050, il va quand même falloir qu'on travaille avec l'existant. On travaille sur les baux réels solidaires. On a deux types d'interventions sur l'existant, soit dans l'ancien, baux réels solidaires dans l'ancien. Donc, quelques initiatives ont été portées par des organismes fonciers solidaires. Aujourd'hui, à date, ce système ne marche pas, sauf s'il y a de fortes subventions publiques. Donc, on est plutôt sur, ce qui est dommage, mais ça veut dire que reprendre main sur le patrimoine ancien du territoire ne passe pas aujourd'hui dans le modèle économique par des baux réels solidaires. C'est-à-dire qu'il faut travailler d'autres modalités. Une autre qui est regardée, notamment par un certain nombre de bailleurs sociaux, c'est lorsqu'il y a de la vente HLM, comme on l'appelle couramment, de pouvoir y adjoindre du bail réel solidaire. C'est là on sent une double difficulté qui est plutôt sociétale, dans le sens où d'un coup, vous avez votre bailleur social avec qui vous payez votre loyer, et après, potentiellement, vous ne payez plus que le foncier à votre ex-bailleur social, qui pour un peu est aussi le syndic de copropriété. Donc on a là une transformation des pratiques pour les ménages, et de fait sur la lisibilité du dispositif, qui aujourd'hui montre quelque part que l'exercice est difficile sur la partie vente HLM, en passant par le bail réel solidaire. Donc ça, c'est plusieurs niveaux. Et on a en parallèle, ce qui a été autorisé par la loi, mais je n'ai pas connaissance, en tout cas à proximité, d'un test, c'est le baux réel solidaire activité pour les locaux commerciaux ou d'activité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se regarder. Ce qu'il faut voir l'intérêt du bail réel solidaire, c'est la collectivité ou l'organisme foncier solidaire, selon l'endroit, maîtrise du foncier sur le long terme. Et comme la ville se concentre sur la ville, on a cette capacité à voir sur le temps long. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Et puis, en étant à 30% en dessous du prix du marché, on permet à des ménages qui n'auraient pas pu accéder à la propriété d'y accéder. Aujourd'hui, en conclusion, je dirais que le permis de louer permet bien de traiter la capacité des ménages à trouver une solution dans le parc locatif en évitant les abus, et aux investisseurs aussi de réinvestir dans le parc locatif en connaissant les niveaux loyers attendus. Et sur l'accession à la propriété, le BRS permet surtout d'être en dessous des prix du marché dans des endroits où les prix deviennent très élevés, et permettent aussi une vraie accession à la propriété, c'est-à-dire qu'on commence à être dans des modèles où l'achat d'un bien immobilier devient plus spéculatif, comme il peut l'être par endroit. C'est-à-dire qu'on est en train de changer nos modes de fonctionnement sur notre relation à la propriété. Donc ça, c'est très intéressant, mais ça explique pourquoi c'est encore un dispositif qui nécessite d'être évalué. C'est récent, 2018, la loi, le temps que ça se mette en place, les OFS 2020, on commence à avoir des résultats de montée en puissance ces dernières années, avec des fragilités encore. Donc c'est un dispositif sur lequel il faudra être vigilant, voilà. Mais en tout cas, en lequel il faut qu'on soit tous. Je trouve que c'est important sur cette métropole d'avoir cette solution-là, pour aussi tenir les marchés d'accession, voilà, tout ménage confondu. L'agence d'urbanisme qui a été avec son regard de l'OLL, mais l'agence d'urbanisme de la région grenobloise qui a travaillé avec nous sur quelles étaient, et il y a eu la même étude de l'INSEE au niveau régional, sur à quel coût on peut accéder à un logement, montre qu'on est en train quand même d'exclure une partie de la population d'un certain nombre d'endroits sur nos territoires. Et donc le travail sur les BRS permet de limiter cette fuite des ménages. Donc ça fait partie de deux solutions qui se complètent parfaitement. Voilà, j'en ai terminé de ces présentations, mais je suis à vos dispositions pour toutes les petites questions, les grandes questions que vous pourriez vous poser.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation qui était très, très claire sur des sujets qui quand même souvent sont assez techniques. Donc là, merci beaucoup pour cet effort. Je vois qu'on a une question qui arrive dans le chat. Le loyer du terrain, c'est bien 1 € par mètre carré par mois? Point d'interrogation. Exact, merci. Merci beaucoup. En effet, c'est bien 1 € par mois par mètre carré. C'est le tarif que pose l'organisme foncier solidaire de Grenoble-Alpes. Par endroit, il peut être bien supérieur pour d'autres organismes fonciers solidaires qui interviennent sur la métropole. Après, on a quelqu'un qui lève la main. Donc, je vais vous donner normalement la possibilité. Là, vous devriez avoir. Alors, c'est la CSF, mais je ne sais pas qui est derrière, mais qui peut avoir la possibilité d'activer son micro, normalement. Ou alors, c'était une erreur. Des fois, ça arrive que les mains se lèvent par erreur. Il y aurait une erreur. En tout cas, si jamais donc, la CSF peut activer son micro et poser sa question à l'oral, et sinon, bah, dans le chat, par écrit, si besoin. Je voulais faire une conclusion, mais du coup, Vincent, vous avez déjà pris les éléments qui, moi, me paraissaient importants et en tout cas ressouligné les enjeux qui avaient été soulignés dans vos deux présentations. Tac, tac, tac. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser? De toute façon, vous aurez le PowerPoint à disposition ainsi que le replay sur le site d'Un Toit pour tous. Et du coup, bah, avec les contacts, si jamais vous avez des questions plus précises, ben, à GAM et à la URG pour plus la partie observation ou pour l'enquête. On rappelle que c'était aussi le coup de pub du moment. Mais si jamais il y a... Ah si, alors je vois qu'il y a une nouvelle question dans le chat. Alors, comment un OFS équilibre financièrement ses achats de terrain et ses loyers encaissés? Point d'interrogation de nouveau. Bah, merci, bah, c'est la bonne question, hein, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, enfin, évoqué, je ne l'ai pas répondu directement. Pour travailler sur les achats de terrain, en fait, on souscrit un prêt qui est disponible en même temps en fait, que sont mis en place les baux réels solidaires. La Banque des territoires propose un prêt sur 80 ans. Voilà, donc donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle de très long terme, parce que l'équilibre économique qui se trouve à très très long terme. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est travaillé. Et une autre question sur le montant du capital dont est doté l'OFS de gamme. Alors, bah, elle est super cette question, je l'aime beaucoup, puisque l'organisme foncier solitaire Grenoble-Alpes, qui est composé de la métropole et de l'établissement public foncier du Dauphiné, c'est 0 € le capital. Ce qui n'est pas sans poser quelques questions quand on veut travailler sur des modèles économiques, en tout cas aujourd'hui. Mais on n'est pas le seul comme ça, hein. Nos amis de la Haute-Savoie, qui ont aussi un OFS à l'échelle du département et qui pilotaient aussi organisme EPFL plus collectivité, sont aussi avec 0 € de capital. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Il y a la question de la personne qui levait la main qui a atterri à l'écrit. Alors, les jeunes de moins de 25 ans peuvent-ils bénéficier d'aide pour un achat? J'imagine que ça concerne le BRS du coup. Alors, en fait, les jeunes de moins de 25 ans, en fait, ils sont comme tous les ménages. Donc, il n'y a pas de réponse spécifique aux moins de 25 ans. On entre très clairement dans les conditions d'accession sociale au logement et des aides qui vont avec. Donc, en tout cas, pour les aides métropoles, on est très clairement sur, que ce soit par le biais du bail réel solidaire ou par l'accession sociale par le PSLA, on est sur le même niveau d'aide, à condition de répondre au plafond de ressources pour le ménage. Donc, il n'y a pas de question d'âge. Voilà. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser leurs questions? Alors, soit à l'oral en levant la main, soit dans le chat. Oui. Alors, l'OFS pourrait-il proposer de l'immobilier à Un Toit pour tous développement afin de permettre de faciliter la production de PLAI adaptés dans certains secteurs très tendus et donc très chers? Peut-être juste pour les personnes qui sont
pas, pas à l'aise avec les cycles. Donc, PLAI adapté, c'est le niveau de logement social le plus bas. Voilà. Je rappelle juste que l'organisme foncier solidaire n'est pas propriétaire de l'immobilier. Oui. Du coup, c'est les ménages Donc, qui interviennent. voilà. Donc, nous ne sommes pas propriétaires de l'immobilier, nous sommes juste propriétaires du sol. Par contre, si on se met en perspective, et je vous invite à le regarder, des fondations ont créé leur propre OFS. Donc, c'est peut-être des modèles à regarder sur des cibles, en effet, des revenus très faibles pour de l'accession sociale. Donc, il y a certainement là quelque chose à regarder à cet endroit-là. Oui, alors Arthur précise sa question et dit qu'il voulait parler du sol et pas de l'immobilier. Oui, mais là aussi, hein, le sol, quand il est proposé dans le cadre d'un bail réel solidaire, c'est parce qu'en face, il y a de l'accession sociale. Donc, il faut bien différencier les deux. Enfin, pour moi, l'OFS en tant que tel n'a pas mission à faire atterrir du foncier à moins cher pour construire du logement social. On est bien sur de l'accession à des ménages. C'est de l'accession sociale. Là, on aura l'occasion de pousser ce sujet-là, mais c'est vraiment ça l'entrée. Eh ben, merci. On attend encore quelques secondes si jamais quelqu'un souhaite encore rédiger sa question dans le chat et l'envoyer. Alors, tac, tac. Donc, avec le relèvement des plafonds BRS, 38 000 € pour une personne seule, peut-on parler d'accession sociale? On peut débattre, hein, ça, moi je vous le laisse au volet politique, mais en effet, on a le sujet des plafonds, en effet, je l'ai bien en tête. Ça fait partie des sujets que l'on a. C'est pour ça, quand j'expliquais tout à l'heure que le bail réel solidaire, c'est peut-être pas la seule solution pour l'accession sociale. Ça fait partie des outils, ce qui a été très bien dit en introduction tout à l'heure. La métropole s'est saisie des outils disponibles. On a aussi parlé voilà, de quelques outils qui étaient connexes. Oui, après, il y a le débat au niveau national de où en sont les plafonds. Voilà, donc ça, c'est extrêmement vigilant à regarder. Et je me permets juste une petite incise, si vous le permettez, pour déborder un tout petit peu. La métropole a délibéré ce vendredi pour proposer à l'ensemble des ménages une assurance multirisque habitation solidaire. Donc il y aura une campagne évidemment d'information, mais je souhaitais l'évoquer rapidement quand on parle du volet social. La métropole a fait ce choix au dernier conseil métropolitain. Donc là aussi, c'est autant de pièces qui permettent d'accompagner les ménages. Bah oui, merci pour la précision. Du coup. Et encore une fois, on voit que tous ces dispositifs dont on parle souvent dans les 12-14 pour des questions de temps aussi, de façon zoomée, en fait, tous se répondent et tous se complètent évidemment. Alors, encore une question. Est-ce qu'il y a des règles pour l'attribution des logements sociaux pour les BRS? Alors, Non, donc non, pardon, j'ai oui. transformé la question. C'était un constat qu'il y a des règles pour l'attribution des logements sociaux et je pense que c'est quid pour les BRS. Oui, en fait, c'est les mêmes conditions que pour l'accession sociale. C'est une commercialisation. Si je ne me trompe pas sur votre commune, puisque je pense connaître la personne qui pose la question, on a en fait des candidatures qui arrivent et c'est une commercialisation qui est faite dans le cas présent par le bailleur social, qui, je rappelle, les dossiers doivent répondre au plafond de revenus et qui passe par l'ADIL qui va, et après nous on va labelliser, agréer pardon, la candidature, mais par contre il faut qu'elle respecte les enjeux de plafond de ressources. Jusqu'à maintenant, on a rarement eu plus de dossiers que le logement. Voilà, c'est comme l'accession sociale. Donc, on est dans les règles de l'accession sociale classique. En effet, on est moins critérisé que l'on l'a pour l'attribution de logements sociaux, où là, on l'a vu tout à l'heure, on a une très forte tension, puisqu'on dépasse les 20 000 demandes par an pour 3 à 4 000, quoi, donc attribution. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de tension sur les baux réels solidaires, puisqu'il faut avoir des ressources pour acheter le bien immobilier. Voilà. Donc, mais on le regarde avec grande vigilance sur la composition du ménage, l'adéquation du projet du ménage avec le logement aussi. Voilà, on a tous ces critères-là qui rentrent en jeu dans la commercialisation. Merci. Et on arrive à 13h30.
Donc, on est pas mal pour le temps. Et s'il n'y a plus de questions, je vous propose du coup de clore ce 12-14 très intéressant. Merci beaucoup encore une fois pour les deux interventions avec l'effort de la clarté. Euh, donc, merci beaucoup à vous deux. Et puis, ben, bonne journée à toutes et tous. Au revoir.